Ok, donc là, je vais mettre le masque et tu vas voir ce qui va se passer. Bon, Bastet est une divinité du désert, alors peut-être que ça marche que si on a les pieds dans le sable. Ou alors c'est juste un masque à 50 centimes. Puis d'un autre côté, c'est peut-être mieux que ça marche pas. Générique. Qu'est-ce que tu fais? Ben, habituellement, tu commences l'émission en disant ça, donc pour une fois, c'est moi qui ai envie de savoir, alors générique. Ouais, ça marche que si c'est moi qui... Salut à tous, est-ce que vous connaissez Le Masque? Pour certains, c'est un personnage de bande dessinée, pour d'autres, c'est la vedette d'une suite très discutable d'un film culte, et sans doute pour la majeure partie d'entre vous, bah vous le connaissez du film culte en question. Splendid! Ce film est devenu automatiquement un classique, sans doute le film qui a propulsé la carrière de Jim Carrey avec Dumb and Dumber et Ace Ventura sorti la même année, avant d'être repropulsé 4 ans plus tard avec le Truman Show. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Pour comprendre la création du masque, on va devoir retourner à la date du 29 juin 1950, à Portland, dans l'Oregon, pour assister à la naissance de Mike Richardson. Richardson, c'est un type qui a toujours bien aimé les arts graphiques, au point d'en faire ses études dans l'espoir de lancer sa propre galerie, Dark Horse Graphics, avant de faire carrière dans une usine de meubles. Bien, ça prend. Mais c'est un scandale, un véritable scandale. Entre-temps, il s'est trouvé une passion pour les comics, en les achetant dans la pharmacie à côté de son entreprise. Depuis quand les pharmacies savent vendre des comics? C'est peut-être des comics thérapeutiques. En tout cas, en 1980, il quitte son boulot pour ouvrir un magasin de comics, Pegasus Fantasy Books. Ça se trouve dans un coin paumé de l'Oregon, mais malgré tout, plusieurs artistes viennent y faire leurs dédicaces, et bon nombre d'entre eux se plaignent de l'industrie et de son fonctionnement. Oui, déjà à l'époque, ça date pas d'hier. Le principal problème, c'est que les éditeurs récupèrent tous les droits des œuvres qui sont créées chez eux, au détriment de l'auteur ou du dessinateur. Bah dis donc, le choix est assez restreint, non? Ah. Il vient alors une idée à notre bon vieux Mike, créer une maison d'édition qui, justement, laisse aux créateurs la propriété de leurs œuvres. Ainsi est né en 1986 Dark Horse Comics. Alors, c'est bien, mais là tu nous as parlé d'un éditeur, t'as toujours pas parlé du masque. J'y viens parce que Richardson, c'est ce qu'on appelle dans le milieu un prolifique. N'importe où, n'importe quand, il peut avoir l'idée d'un personnage. Il peut avoir des idées dans ses rêves ou en allant simplement acheter du pain. Et c'est sans doute en regardant le film The Mask, ou Les Yeux de l'Enfer en français, qu'il a l'idée de faire un personnage portant un mystérieux masque, l'enfant caché de Tex Avery et de Terminator. Il utilise donc un fanzine en 1985, l'APA 5, pour tester son concept. Et c'est un échec. Alors là, c'est le numéro le plus écœurant que j'ai vu à ce jour. Mais il ne va pas en rester là puisqu'il remet le couvert 2 ans plus tard. Cette fois-ci dans son comics Dark Horse Present, un comics qui sert surtout à tester de nouveaux personnages. Et c'est un nouvel échec. Vous, en ce moment, c'est pas terrible. La gloire, la légende, les quêtes, tout ça, c'est pas terrible. Il va donc retenter une dernière fois, toujours 2 ans plus tard, mais cette fois-ci avec une autre équipe. John Arcudi à la plume et Doug Mahnke au crayon. Et enfin, l'histoire est un succès. On compte alors 24 mois supplémentaires pour la sortie officielle du premier numéro de The Mask, qui utilise comme phrase d'accroche « Dans le ghetto, un seul homme se tient entre les innocents et les coupables, que le ciel protège les innocents ». Pour commencer à parler du personnage, on va d'abord parler de l'objet en lui-même, le fameux masque, qu'on appelle masque de Loki, alors qu'il n'a jamais appartenu à Loki. Oh mère, c'était le don que vous portâtes, ces draperies. En tout cas, si on s'en réfère aux comics. Le masque aurait donc été créé dans un passé lointain, à une époque inconnue, par une tribu africaine inconnue. Oui, visiblement, l'origine du masque semblait pas trop intéresser les auteurs. Ils utilisaient donc des connaissances mystiques. Quelles connaissances mystiques? Des connaissances mystiques inconnues. Quand j'ai dit que ça les intéressait pas du tout. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les masques, parce que oui, ils sont plusieurs, sont à l'origine faits en jade et utilisés lors de rituels. Et non, c'est pas lesquels.
leurs pouvoirs proviennent d'une réalité magique, le masque servant de portail entre les deux, permettant à la fois la création d'objets et également une invulnérabilité physique. Alors, on donne souvent comme exemple qu'ils deviennent des Looney Tunes, et dans les faits, c'est pas totalement faux. Mais j'ai du mal à croire que les tribus africaines de l'Antiquité mataient les épisodes de Titi et Gros Minet à la télé. Ou alors, les Looney Tunes viennent bel et bien d'une réalité magique. N'importe quoi, tout le monde sait qu'ils vivent en dessous d'un terrain de golf. Ok, donc visiblement dans cette version, les origines elles partent en sucette. Est-ce que c'est mieux dans les autres? Pas spécialement. Dans le film ou la série animée, la paternité du masque est donnée à Loki, le dieu de la malice et de la nuit. Ce qui explique pourquoi le masque ne marche que la nuit dans le film. Parce que sinon il marche tout le temps en fait. Mais cette origine pose assez bien de problèmes aussi, surtout si on prend en compte les intentions du dieu. En cela, deux théories s'affrontent. La première qui dit que le porteur du masque devient Loki lui-même. Ce qui est très discutable vu que chaque porteur du masque a des intentions propres et bien différentes de celles du dieu de la malice. Et l'autre, c'est que le masque possède seulement une partie des pouvoirs de Loki. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit dans le second film. La question est-ce qu'on veut réellement rendre ce film canon? En tout cas, ça pose d'autres problèmes, comme pourquoi Loki donnerait à des humains la possibilité d'être sur un pied d'égalité avec les dieux? Et donc avec lui. Ça suffit! Vous êtes tous inférieurs à moi! Je suis un dieu, stupide créature! Si on essaye de faire un melting pot des différentes versions, on a donc un masque créé par une tribu africaine. Masque qui aurait des années plus tard appartenu à Attila. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Le 1 pour l'aider à conquérir son empire jusqu'à sa mort. Ensuite, il aurait été récupéré par des vikings durant le Xe siècle, lesquels ont connu en lui les pouvoirs de Loki. Ils l'ont donc enfermé dans un coffre qu'ils ont déposé dans un lieu appelé la fin du monde. Bien sûr, car il faut se perdre pour trouver ce qui est introuvable. Où plus tard sera bâtie la ville de Edge City. Ah oui, c'est un endroit très... C'est magnifique. Maintenant, pour ce qui est du masque lui-même, sa forme, haut comme c'est bizarre, varie selon les canons. Comme on l'a dit, dans le comics, il est fait en jade, mais il possède également beaucoup plus de détails que ses contreparties, comme une bouche, un nez et des yeux rouges. Ce qui fait que ça doit pas être super pratique pour voir à travers. Pour ce qui est du film, il est fait en bois et possède des trous pour les yeux et la bouche. Ce qui, pour répondre à ta réflexion, est tout aussi inutile. Puisque mettre le masque te fait changer de visage, donc on s'en fout qu'il ait des trous ou pas. Il a aussi cette barre en fer caractéristique qui part du front jusqu'au nez, avec ce gigantesque L, référence, encore une fois, à Loki. Loki est une véritable diva. Et il veut des fleurs, il veut des défilés, il veut un monument qui crève le ciel avec son nom gravé dessus. Et pour la version animée fait un mix des deux, reprenant la forme générale du film, mais plus arrondie comme le comics. En mettant le masque, l'utilisateur voit ce dernier se greffer à son visage pour remplacer complètement sa tête. Dans les comics, elle peut passer inaperçue, alors que dans le film, elle est pas tellement discrète. Alors, je dis pas que Stanley est le masque. Je dis juste que là, il vient de faire un toupie façon diable de Tasmanie et que maintenant il a le visage tout vert. Ouais, mais tu sais, il a toujours été fan de Hulk. On a parlé de l'objet, maintenant on va parler du personnage. Même si le film se contente de l'appeler le masque, il porte en réalité le nom de Big Head. Une fois le masque porté, il utilise ses pouvoirs pour faire sortir le subconscient et les émotions que son utilisateur garde au plus profond de lui. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, connues ou non. En gros, vous devenez ce que vous désirez. Quand je mets ce masque, je suis capable de tout. Je peux être ce que je veux. Mais c'est génial! Justement, pas tant que ça, mais parlons un peu de psychologie. Et je dis un peu parce que je suis un gros néophyte dans la matière, donc si je dis des conneries, les commentaires sont là pour me corriger. Le masque fait ressortir notre ça, mais inhibe complètement notre moi et surmoi. Rien compris. Non, ou alors c'est moi. Non, moi non plus, j'ai rien compris. Tu vois le principe de conscience qu'on nous montre souvent dans les dessins animés, avec le petit ange et le petit diable? Ouais. En gros, le ça, c'est le petit diable sur l'épaule de gauche, qui dicte tes envies primaires. Le surmoi, c'est le petit ange qui gère ta morale et ton éthique. Et le moi, c'est celui qui se décarcasse pour faire plaisir aux deux à la fois. Et donc, dans le cas du masque, il fait juste plaisir au petit diable, peu importe les conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Mais il se nourrit aussi des côtés les plus sombres de son porteur. La colère, la fureur, l'envie, la malice, etc. Ce qui fait que c'est plus souvent les mauvais côtés qui ressortent plutôt que les bons. Maintenant, fripouille, écoute-moi!
Enfoncer un pot d'échappement dans le fondement du garagiste qui s'est mal conduit envers vous, c'est peut-être marrant, limite ironique, mais c'est pas super loyalement dans l'idée. C'est d'ailleurs pour ça que dans le film, notre héros ne commet ses mauvaises actions qu'à l'encontre de personnes étant moralement plus discutables que lui, histoire de faire passer la pilule. Mais le masque n'a pas non plus les pleins pouvoirs sur son utilisateur. Suivant la force morale de l'utilisateur, le super-ego de ce dernier pourra ressurgir et lui permettre de retirer le masque. En gros, si vous mettez Superman avec le masque, il va vite pouvoir le retirer. Je me demande ce que ça donnerait avec le Joker. C'est déjà fait, dans un numéro spécial où le Joker tombe sur le masque. Et oui, ça fout autant le bordel à Gotham que ce que tu ne peux l'imaginer. Si au départ, l'utilisateur peut malgré tout utiliser le masque selon ses envies, une trop grosse exposition finira forcément par imposer Big Ed comme le seul maître à bord, l'utilisateur ne devenant plus qu'un simple spectateur du chaos créé par son alter ego. Parce que oui, Big Ed adore semer la destruction et être le centre d'attention. Enfin, pour être plus exact, c'est le masque, la volonté du masque, qui influence de plus en plus son utilisateur, lui faisant croire que ses désirs, au masque, sont ceux de l'autre qui le porte. Eh bien, je crois que ça mérite un coup d'œil. Et bien entendu, le masque donne des pouvoirs à son utilisateur. Alors, je pourrais aller vite en disant qu'il devient simplement un Toons, mais déjà, il y a sans doute des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un Toons, des gens qui vivent dans une grotte depuis 70 ans. Ok, c'est surtout parce que définir exactement ce qu'il pourrait faire serait plus intéressant. Et pour ce qui est des Toons, ne vous en faites pas, c'est dans la liste des vidéos à faire. Il est bon de savoir que les pouvoirs sont illimités et sans contre-coup, tant que le porteur a le masque sur la figure, contrairement à d'autres personnages dont les pouvoirs finissent par être épuisés ou par avoir un prix. Ici, non, ce qui en fait sans doute l'un des héros les plus cheatés de l'histoire des héros. Je me demande ce que ça ferait s'il se retrouvait face à Saitama. Ben justement, ça n'est jamais arrivé, donc arrête de m'interrompre pendant que j'énumère certains de ses pouvoirs. Le plus évident, c'est la matérialisation d'objets de n'importe quelle forme et de n'importe quelle taille qui vont sortir inévitablement de ses poches. Que ce soit volontaire ou non d'ailleurs. Parce que s'il y a bien quelque chose qui ressort de notre personnage, c'est qu'il doit faire rire. Dans un curieux mélange de diégétique extra-diégétique. Oula, diégétique, extra-diégétique, une explication peut-être? Alors, diégétique, c'est tout ce qui fait partie de la diégèse d'une œuvre. Par exemple, ce panneau qu'on a trouvé fait partie de la diégèse de l'émission. C'est un peu le lore, justement. Alors que, à la fin de l'émission, quand je dis « Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu », ben la musique Get Wild qui passe en fond n'est pas réellement dans l'univers. Y a personne qui la joue réellement. Ah merde! Elle est donc en dehors de la diégèse. Donc, pour en revenir à l'humour de Big Head, parfois la blague est faite à l'attention des personnages, et parfois la blague est surtout faite pour que le spectateur rigole, sans qu'elle ne soit réellement consciente pour Big Head. Ça veut dire que tu pouvais retirer ta main de cette menotte à n'importe quel moment? Pas à n'importe quel moment, juste quand ça pouvait être drôle. L'autre pouvoir le plus évident, ce sont ses transformations physiques. Il est malléable, peut changer de taille, de forme, se dédoubler, et tout ça lui confère une invulnérabilité à n'importe quelle attaque. Sauf si l'utilisateur est malade à la base. Oui, ça résiste face à une bombe, mais contre un rhume, c'est totalement inefficace. Alors je pourrais mettre un extrait de la guerre des mondes, mais ce serait trop facile. Il peut également se déplacer sur de longues distances en quelques secondes, ce qui veut dire qu'il peut dilater soit le temps, soit l'espace, bien que ce ne soit jamais précisé lequel des deux, ou si c'est les deux à la fois. Ensuite, on peut rapidement citer les classiques, à savoir une augmentation de la force, de la vitesse, des sens, de l'intelligence, etc., etc., etc. Et vous allez sans doute me dire, mais ce personnage est trop puissant, il n'a donc aucune faiblesse? Alors, je sais pas qui tu essaies d'imiter, mais c'est absolument pas ma voix. Eh ben oui, il a bel et bien des faiblesses. La première étant que sans le masque, l'utilisateur redevient une personne lambda. Il y a diverses raisons qui peuvent pousser le masque à être retiré, de l'utilisateur lui-même par exemple, ou de personnes en ayant le pouvoir. Mais également dans le cas d'une attaque trop puissante par exemple. On parle d'attaque plus puissante que l'explosion d'une ville quand même. Et, dans le cas du film, dès les premiers rayons du soleil. Loki est un dieu nocturne, ça marche peut-être que la nuit. Une autre faiblesse arrive quand le masque se trouve dans une dimension contrôlée par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, celui qui contrôle la dimension peut décider d'annuler les pouvoirs du masque. Concrètement, Big Head dans le X de Wanda pourrait perdre ses pouvoirs. Tiens, je me demande ce que ça donnerait si Wanda mettait le masque. Chut, silence. Et bien entendu, la plus grande faiblesse du masque, c'est le masque lui-même. Le personnage devenant tellement instable mentalement qu'il est possible de le manipuler pour lui faire volontairement enlever le masque. Ah bah c'est pas des flèches, hein.
Au cours de sa vie, le masque a bien entendu eu plusieurs propriétaires. Ou il a été le propriétaire de plusieurs humains, chacun son point de vue. Alors, on pourrait faire une liste des gens qui ont porté le masque. Ou que le masque a porté, mais ce serait très vite très rébarbatif. Allez, à la limite, on va citer Milo pour le fanservice. Mais si on ne devait en choisir qu'un pour parler du masque, ce serait, bien entendu, Stanley. Kiss. Stanley Kiss, c'est comme pour le reste. Les origines et le personnage en lui-même changent selon les versions. Il n'y a pas tant de différence entre la version cinéma et la version animée. Dans les deux cas, on a le droit à un garçon timide mais terriblement gentil, dont la vie semble prendre un mal à plaisir à se servir de lui comme paillasson, tellement tout le monde lui marche dessus. Il a du mal avec les filles à un tel point que même lorsqu'il en récupère une, le masque s'arrange pour qu'elle le quitte et le laisse désespérément célibataire. Oui, si on compte que la série animée se déroule après le film, Cameron Diaz, elle a vite Jim décarré. Sa relation avec le masque est conflictuelle, une sorte d'amour-haine qui le force à le garder, parce que, 1, il pourrait tomber entre de mauvaises mains, et 2, c'est quand même super d'avoir 2 super pouvoirs à son poignet. Et d'un autre côté, qui le force à vouloir s'en débarrasser, parce que le masque, il est désespérant quand même, le machin vert. À un point qu'il finira par le donner au docteur Newman. Oui, le docteur Newman. Le type de « nous portons tous des masques », et ben il va finir par le porter lui-même. Et ben, pour une fois, avec une personne aussi raisonnée et gentille, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Quoi, j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire? Il va devenir un fou psychopathe, mais tout en restant poli. Et après, il va sans doute partir en dépression et vendre des légumes. Alors ça n'a rien à voir, ça vient de Casper. L'apprenti fantôme, pas la version avec Bill Pullman. Voilà, je savais pas si un jour j'aurais l'occasion de parler de ce film, mais si vous voulez vous marrer devant un film où il n'y a rien qui va, je le conseille. Et je réitère mon invitation, ce sera un candidat parfait pour une vidéo de Not Serious. On peut retourner à la vidéo? Hein? Ah oui, la vidéo. Pour ce qui est de sa version comics, là c'est une autre salsa verde. Salsa verde? Oui, je voulais dire une autre mayonnaise, mais je voulais rester dans le thème du vert. Donc salsa verde, sauce verte... Mais c'est n'importe quoi. Bref, dans les comics, Stanley il a juste l'apparence d'un mec sympa. Parce qu'au fond de lui, justement, il réprime toute sa colère et ses pensées violentes. C'est une véritable boule de rancœur face à n'importe quelle injustice. Enfin, surtout celle à son encontre. Vous et le masque. Parce qu'ils ne font qu'une seule et même personne. Fort sympathique d'ailleurs. Non. Ce qui fait que sa relation au masque est très différente. Déjà, parce que le masque exerce sur lui un véritable manque. S'il est séparé du masque trop longtemps, il fera tout pour le récupérer, même des infractions à son tour. Et ensuite, ben, il est plus violent. La version du film l'a terriblement édulcoré, en faisant un héros. Parce que dans les comics, il tue, et pas que les criminels. Il tue n'importe qui se trouve à portée de main quand il est de mauvais poil. Qu'il a dans la main, justement. Quoi? Le poil, la main, avoir un poil dans la main. Oh, puis merde. Voilà, donc si on veut une comparaison avec le film, on va encore reprendre cet exemple. Il punit les garagistes avec un simple pot d'échappement. Ce qui doit être certes douloureux, mais encore gentil et potentiellement justifié. Parce que, dans le comics, il tue une ancienne maîtresse d'école pour lui avoir foutu la honte. De même, il va être pris d'une folie sanguinaire qui va le pousser à tuer une douzaine de policiers. Avant de mourir. Attends, mais tu as dit que le masque il pouvait pas mourir. Pas le masque, Stanley. Il se fait tirer dessus par Cathy, sa petite amie, qui porte elle-même le masque. Par contre, est-ce qu'elle le fait sous l'influence du masque ou de son propre chef? Aucune idée. Ah ouais, le comics se termine mal quand même. C'est pas la fin du comics, c'est que le début même. Oui, Stanley Kiss, le héros du film, meurt dans le premier numéro du comics. Qui n'est même pas le numéro 1, c'est le numéro 0. Il dépasse littéralement pas le prologue. Mercredi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à très vite. C'était le Game Squeaker pour vous servir.